Eh bien bonjour à tous, le journal d'actualité, c'est reparti. 3 grands sujets, peut-être même 4. Le premier, on va faire évidemment un bilan du salon de Munich. Un petit débrief, ouais. Voilà, de ce qui s'est passé. Il y a de très belles choses à raconter. Ensuite, un petit point économique aussi, mais ça, ce sera des échanges autour du salon de Munich. Je ferai un focus sur le malus au poids, qui est en discussion en ce moment. Qui est sorti là. Et il y a pas mal d'analyses sur le sujet, plutôt bonnes. Et puis un truc rigolo, c'est tout chaud, tout neuf. Il y a eu tout récemment une étude qui est parue sur les collectes de données faites par les constructeurs automobiles, tu sais, à partir des caméras et tout ça. Et bah, vous allez voir, c'est fait par Mozilla et c'est plus qu'intéressant. Ok. Voilà, ça c'est pour la fin. Allez, on y va. Salon de Munich. Salon de Munich. Moi, j'y étais pas, mais j'ai quand même vu beaucoup de vidéos parce que c'est moi qui les ai uploadées, etc. Travail très important. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La fête. D'accord. La fête est de retour. Et ça, c'était loin d'être gagné. Parce que le contexte, avant même le Covid, était à moins de salons, moins de constructeurs, moins de salons, moins de constructeurs, et ça se délitait boule de neige. Munich marque tout à coup sans doute un coup d'arrêt et peut-être une sorte de rebond quand tu es au fond de la piscine. Pour toi, on a touché le fond et on va rebondir. Il y avait des stands. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait à la fois le palais des expositions qui était très B2B. Oui. Donc les stands étaient plutôt restreints pour les constructeurs. Mais en revanche, la ville de Munich, elle a carrément joué le jeu. La fête était au centre. Ouvert ses portes et les stands étaient d'une beauté incroyable. J'illustrerai peut-être avec quelques images qu'on a prises à la dérobée, mais tu avais une visite en ville immergée, le stand Mercedes, le stand Renault, le plus pop qui soit, c'était la boîte de nuit du truc, c'était magnifique. Et rien que ça, ces étoiles dans les yeux, je pensais, et Jean, pas la voir. Ah mais c'était fini, on ne le verrait plus. Et il y a ce retour-là, cet éclat-là, il est partagé. C'est pas uniquement moi, Jean et d'autres potes. C'est que tout... Ce qui est marrant, c'est que sur Internet, on lit il y a deux salles, deux ambiances. Parce que moi, ce que j'ai lu moi, j'y étais pas. Donc mais par contre, du coup, moi, j'ai eu le temps de suivre un peu ce qui se passait. Ouais. Et sur Internet, il y avait pas mal de gens qui disaient que c'était des sourires un peu de façade, dans le sens où en ce moment, en fait, mais tu vas nous l'expliquer parce qu'on faisait un peu ce petit débat en off. En fait, avant de commencer. Oui, globalement, la période pour les constructeurs auto est bonne, voire ok. Pourquoi? Les chiffres sont bons. Mais en fait, certains pensent que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. C'est qu'en fait, là, les chiffres sont bons. L'immatriculation, par exemple, du mois d'août, que Jean viendra nous présenter dans une prochaine émission, bah, c'est plus 24%. Donc factuellement, c'est bon. Mais en fait, les gens disent ce sont les livraisons de l'année d'avant. Et les gens ont peur du remplissage des carnets de commandes pour les années à venir, parce que les gens, tu as l'inflation, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Il y a eu des études sur la grande distribution, comme quoi les gens allaient beaucoup moins en grande distribution. Donc du coup, tu te dis sur l'auto, ils vont repousser leur ou pas. Ouais. Exactement, leur acte d'achat ou pas. Tu as une menace aussi venue de la Chine, parce que là, tu sens que les Chinois, MG par exemple, fonctionnent très bien, vend bien des voitures, c'est un succès commercial. Tu vois les marques qui déboulent, tu as en même temps les Américains, parce qu'il n'y a pas que la Chine, il y a l'Amérique aussi. Et tu vois que Tesla, avec la nouvelle Model 3, était la star du salon et prend des parts de marché assez hallucinantes. Donc tu as envie de dire, quand tu regardes l'échiquier mondial, tu te dis, bah, les constructeurs européens en Europe, ils se font un peu attaquer. Et en même temps, avant, ils avaient l'habitude d'aller en Chine parce qu'ils avaient bonne presse en Chine, tout le monde rêvait d'avoir une voiture européenne. Et ça, c'est fini. Maintenant, en Chine, ils consomment chinois. Alors, les cartes sont rebattues chaque jour. Oui. Aujourd'hui, il y a une réindustrialisation importante en Europe, et notamment française. Et l'industrie électrique, en fait, est une opportunité. Est une opportunité pour les constructeurs français, puisqu'ils rapatrient énormément de leur modèle et de leur unité de production, la R5, Cocorico, produite en France. Et ce ne sera pas la seule, si on prend Renault. Chez Peugeot, 3008 reste à Sochaux, ce qui est un best-seller. Et l'idée justement, c'est de se dire, ben voilà, on recapitalise ici l'industrie automobile, les batteries. Le nord de la France voudrait devenir une Silicon Valley de la batterie européenne, peut-être même mondiale. Mais même les constructeurs chinois veulent venir en... Et MG prise de parole officielle en disant, très bien,
Le libre-échange, effectivement, où on n'a peut-être pas terriblement joué le jeu, vous nous imposez désormais des contraintes et sans doute des taxes, plus, et on y reviendra, le malus au poids, le malus en fonction de la distance à parcourir pour venir justement commercialiser tes produits. On envisage de s'installer en Europe et s'installer non pas dans 10 ans. Il nous faut une usine le plus rapidement possible. BYD, même chose. BYD, même chose. Et ces deux constructeurs chinois, j'imagine que ce n'est pas les seuls tout à coup qui sont sortis en disant on est les deux seuls à avoir l'idée. Oui, tout le monde va l'avoir. Et en plus, ce qui est un signal intéressant, parce qu'en fait, tu as ma position, tu as la tienne, moi j'ai fait exprès d'être caricatural et toi aussi tu as l'autre bout, c'est que vous ayez, en fait on est caricaturaux pour que vous ayez… les opinions. Exactement. Mais mine de rien, ce qui est intéressant en termes de signal, c'est que ce sont deux constructeurs intéressants chinois. Pourquoi ? T'en as un, c'est le mastodonte chinois, BYD, qui représente que dalle en Europe. Mais malgré tout, à l'échelle du monde, c'est le mastodonte. Et MG… Et qui s'infiltre avec des arguments et des bons produits. On l'a vu notamment aller voir nos essais. Oui. Et d'ailleurs, moi j'étais un peu mitigé de vidéos. La BYD Seal m'a pas… Enfin, la U, la 4x4, je trouvais qu'il manquait un chute de personnalité. 2020 restylé, on reviendra à rester avec nous sur justement des commentaires sur les différentes nouveautés. Oui. Et donc du coup, je finis mon explication. Gros constructeur BYD qui vient, c'est un bon signal parce que c'est le plus gros. Et MG, c'est pas le plus gros, mais en fait c'est le plus gros à commercialiser ses produits en dehors de la Chine. Succès français. Et donc du coup, et même européen. Et donc que lui vienne, en fait ce sont les deux constructeurs qui envoient le meilleur signal aux autres de dire faites la même chose. Et ça c'est plutôt bien. Et les premiers qui pourraient en bénéficier, de toute façon ce sera le consommateur, puisque les prix, a priori, il y aura une jolie guerre des prix avec une règle du jeu qui sera commune, une industrialisation commune, et puis les emplois aussi. Oui. Puisque si tu t'implantes des unités de production, tu favorises l'emploi européen. Dans les commentaires, on a souvent des choses en disant « faut pas acheter chinois », etc. Je comprends et je comprends pas. Je m'explique. Je comprends parce qu'il faut essayer d'être chauvin et de préserver son industrie. Mais là où à la fois c'est bénéfique ces constructeurs-là, c'est qu'en fait, c'est eux qui, nous consommateurs, ce qu'on veut c'est acheter, les voitures sont trop chères en ce moment. Tu cherches un produit de qualité au meilleur prix. Et ce qu'on veut nous c'est acheter, c'est que les prix soient tirés vers le bas. Et en fait, c'est pas les constructeurs européens d'eux-mêmes qui vont les tirer vers le bas, c'est les Américains et les Chinois. Donc en même temps on a besoin d'eux, c'est compliqué comme équation en fait. C'est la vertu de la concurrence, ouais. Heureusement qu'elle existe. Point sur, allez, on va rêver tous ensemble. Petit point rapide sur les nouveautés que vous pouvez aller revoir justement en vidéo avec Jean. Quelles sont celles qui t'ont le plus impressionné? Alors, modèle 3, définitivement. Certains, effectivement, ont dit oui, c'est peu visible. Enfin, malgré tout, c'est un modèle qui a été dessiné il y a une dizaine d'années. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de changement design. Eh bien, en réalité, quand tu la vois en vrai, il n'y a pas à changer puisque la silhouette, elle est totalement dans le paysage automobile. Oui, mais du changement juste pour du changement. Mais les feux affinés, moi j'adore parce que les feux un peu globuleux de grenouille, c'était ce qu'il y avait de plus moche. Même les designers chez Tesla le disaient. Ils avaient été obligés d'intégrer ça. C'est pas une révélation. Et donc cette finesse de feu, lui va très bien. Et à l'intérieur, c'est top. Donc allez revoir notre vidéo. C'est des véritables améliorations. Clairement, objectivement, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas Tesla, factuellement, le produit a un cran d'avance sur la concurrence. Et ça a bouleversé l'industrie automobile, ça a bouleversé l'histoire. Personne n'est capable de le faire en plus d'un siècle depuis le début de l'automobile. Il tracte l'industrie. Depuis la Ford T, quelque chose qui a été comme ça aussi bouleversant, les gars. Et moi je dis ça sans être spécialement pro Tesla. Et si quelqu'un a la solution, mais let's go, lance ta marque, tu vois, fais aussi bien, on verra après. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Série 5. Ok. Série 5, elle est marrante parce que alors elle quitte le côté très consensuel BMW avec une finesse et toute réalisation, mais cette originalité, les finitions aussi, il y a un côté très BM, Jean en parle très bien, et puis surtout vous verrez dans la série 5 déjà les prémices de ce qu'eux appellent la nouvelle classe, donc une révolution BMW. Le concept, une classe E là, ou je sais pas comment on dit. Et qui met les pieds dans le plat en disant nous de toute façon, la concurrence, c'est la star dont tout le monde parle, c'est la modèle 3. Et 2025-2027, en fonction de notre état d'esprit et de l'évolution de nos recherches, on va la sortir et voilà, ce sera Tesla Killer. Ils ont vraiment les dents qui rayent le parquet, tu sens qu'ils sont super ambitieux. Quand tu discutes avec les ingénieurs, ils en ont marre de Tesla. C'est valable chez tous les Allemands. Les mecs sont comme ça. Et alors pour l'anecdote, parce que souvent, tu sais, c'est des toutes petites choses qu'on ne voit pas à l'antenne. Le stand Tesla, c'était à peine plus grand que ça. Ah oui, c'était… 2 portiques blancs
Je suis même pas sûr que c'était à Tesla, non? C'était pas un importateur ou un truc comme ça? Alors, je ne suis pas dans le secret, mais en tout cas, c'était Tesla officiel Ah oui, qui d'accord. occupait les lieux. Mais pas l'importateur, Peut-être je dis des avec Ouais. l'aide du distributeur, mais les drapeaux Tesla étaient là. Et à côté de ça, tu te disais, mais c'est amusant parce que tous les autres stands, eux, c'est la vieille industrie. Donc C'est ils en- cossu. ils en font. Et on a eu justement cette discussion de se dire, mais Tesla aujourd'hui qui pèse d'ores et déjà plusieurs millions de voitures, qui en fait, c'est un constructeur désormais installé. Combien de temps va durer ce L'avance. côté je te livre mes voitures à 1000 tanneuses avec un tout petit café et les gens sont contents. Sous une bâche. Ils sont contents. Alors que Oui, non. si Volvo, si Mercedes, Ah oui, si c'est marrant. BMW ou Audi faisaient ça, je prendrais te des donne cailloux. rendez-vous à 9h15 et tu as un slot de 10 minutes, tu prends ta voiture et Et tu te t'en barres. vas. Je pense que Et elle est là, un peu sale. voilà, donc combien de temps Tesla va pouvoir justement Garder cette avance et cette acceptation. faire de ce truc-là. Ce flou artistique. Oui, ce flou artistique. Voilà, donc ça c'est à la cantonade. Même je pense que c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des tapis rouges et des petites fleurs. MG offre unique. MG tout à coup, donc on en parlait d'ailleurs. Ça leur fait Chinois. du bien à la marque. Parce qu'en fait, ils raccrochent un peu les wagons avec leur histoire. Et- Même si les gens vont crier l'électrique. Exactement. Et ce qui est rassurant lorsque tu la vois en vrai, c'est qu'elle n'est pas artificielle. Parce que quand tu vois des images, tu dis, ouais, ils Elle faisait un raccrochent peu peut-être bling-bling. les wagons facilement. Allez, on va faire un roster parce qu'évidemment, c'est les racines. Et en fait, elle est très bien réalisée, elle est soignée. C'est une des rares, voire unique offre 100% électrique cabriolet, à notre connaissance. Tu avais le Tesla Roadster originel, mais de Mathusalem. Donc, waouh, quoi. Et elle est chère. Mais en fait, parce que les gens dans les commentaires dans la vidéo ont mis elle est chère. Mais en fait, elle n'est pas si chère. Parce que quelqu'un, en plus, c'est même pas moi qui le dis. C'est un commentaire qui l'a dit de façon assez intelligente. Tu alignes en euros constants avec l'inflation, machin. C'est un peu moins cher qu'un SLK de l'époque. Bah non, mais tout est dit. Alors c'est drôle parce que c'est exactement les réflexions qu'on avait hors caméra. On peut pas tout dire, tu sais, on Ouais. est tellement. Parfois on coupe, mais on est encore dans notre conversation. Et c'est marrant, une DS7 avec un gyro, c'est toujours très beau. On est un peu dans les quartiers des ministères. Ensuite, Passat. Passat. On y est allé avec Jean en se disant, bah, Entraînant un peu les pieds. c'est la continuité. Et Volkswagen, d'ailleurs, c'est la continuité. Jean, tu vois, quand on a fait notre tout premier tour, il dit putain, elle est bien. Je dis bah ouais, elle est bien. On a regardé les finitions. Tu rentres, ça y est, le raffinement, tu sais. Tu sens que Volkswagen a mangé son pain noir. Et là, tu te dis mais les mecs, ils se sont dû se dire bon, là, on refait du truc. Pour- Hyper bien fait. Pour que les gens sachent en off, moi j'y étais pas donc je l'ai pas vu en vrai, mais en fait pour les aider, je vous ai préparé des fiches sur chacun des véhicules. Donc j'ai un peu bossé la Volkswagen, j'ai regardé toutes les photos, etc. Et moi-même j'ai regardé. Alors celle qui était exposée, c'était celle en finition R. Elle n'a pas mon goût, elle est un peu trop sportive, mais tu prends la finition normale avec un intérieur clair, tu voyais sur les photos la qualité tu l'as deviné la qualité des finitions, tu voyais l'intérieur. À l'intérieur, c'était sympathique. Hein. C'est des choses quasi imperceptibles en fait, mais tu sais, c'est la lourdeur des portières, le feutré des joints, Tu retrouves Volkswagen C'est- comme ça l'était. les trucs, tu sais, de sensation, Ouais. de qualité, premium, voire luxe. Et ça, il l'avait un tout petit peu dégradé parce que le Dieselgate, pour des raisons budgétaires, enfin voilà, allez revoir nos émissions, on en parle en long, en travers. Et tu dis, mais Volkswagen is back. Et très bon décryptage de gens d'ailleurs qu'on embrasse. Et les écrans sont de qualité, enfin franchement. Et à une époque justement où on a encore besoin pour les gros rouleurs, j'en parle très bien, tu sais, d'avoir plus que 600 km d'autonomie pour les gens qui font 50 000 d'autoroute et uniquement d'autoroute. C'est canon. Et le coffre, c'est le prince des coffres. Le truc gigantesque. C'est une malle de. C'est une soute de. Et ça se trouve, elle va marcher parce que même si les gens n'achètent pas de berline, il faut être très honnête, dans les commentaires on réclame tous des berlines, nous on réclame des berlines, mais dans les faits les gens n'en achètent pas. En fait, comme il n'y en a plus, ils ont peut-être une chance de la vendre Mais parce que c'est la seule et elle est bien. Et c'est exactement. Et alors, tu me permets de faire tout à coup une transition, mais il y a le malus au poids Oui. dont je vous ai évoqué justement en introduction. Il est en ce moment en discussion. Est-ce que le malus au poids, en fait, c'est le fait de taxer les voitures qui aujourd'hui font plus de 1,8 tonnes? Sauf que ce seuil qui aujourd'hui est à 1,8 tonnes, discussion pour 2024, on l'abaisse à 1,7 ou 1,6. Et là, tu commences à toucher un panel plus important. Aujourd'hui, pour qu'on ait justement... Mais si les hybrides sont exclus, il y a peu de thermiques qui font plus de cette.
tu avais beaucoup de diesel en fait. Ah, qui font, ça fait plus de 1,7 tonnes, ouais, vas-y. Donc je vous analyse le truc. Donc aujourd'hui, le seuil de déclenchement en 2023, c'était 1,8 tonnes. Était impacté seulement 1,6% de tous les modèles vendus en France. Tu vois ? C'est que dalle. Donc au fond, plutôt négligeable. Et évidemment, je vous le donne en millimètres. Les plus chers. Marque premium. Le gros 4x4 Mercedes à 100 000 €. Ok. T'as résumé. Sauf que aujourd'hui, si on se dit, il y a deux hypothèses. L'hypothèse à 1,7 ou 1,6, si on descend à 1,7 tonnes, c'est 4% du marché qui est touché. Et 4% du marché en prenant comme point de repère les ventes du premier semestre 2023. C'est-à-dire que si on prend le calque du premier semestre 2023 et qu'on le met en 2024 à 1,7, c'est 4% des voitures qui sont taxées. Si on descend à 1,6, c'est 9%. 4%, ça reste acceptable. 9%, c'est 1 sur 10, ça devient beaucoup. Et là, ce sont des simulations. Je vais rendre hommage à un journal qui me tient à cœur, ce sont Les Échos, avec le cabinet Seaways qui se sont amusés justement à faire ces projections. Et à 9%, donc si on est à 1,6 tonnes de déclenchement de taxes, à 9% du marché, là tu commences évidemment à toucher des best-sellers. Et des best-sellers européens, et des pas uniquement premium, et tu le dis, des best-sellers français. Et notamment chez Peugeot, alors ce sera globalement les diesels en fait. Tu vois, qui eux pourraient, et c'est valable pour tous les constructeurs, mais ça peut être aussi des nouveautés, et là, notamment le Rafale dans sa finition alpine, boum, il rentre dans la case. Ah donc les hybrides sont touchés. Et les hybrides peuvent être touchés parce que c'est les PHEV qui sont... Ah d'accord, ok. Et là, tu te dis, oh là là, alors Audi, enfin tout le triumvirat allemand, ça peut dépasser 30% de leur gamme qui est impactée. Ok. Donc là, ça devient énorme. Ça te fait vachement réfléchir. Donc, notamment BMW a commencé une sorte de lobbying en disant « Attendez, parce que puisque vous êtes en discussion, est-ce qu'on ne pourrait pas plaider le fait que nous, comme on est parmi les constructeurs les mieux disants en termes de recyclage et de matériaux recyclés utilisés déjà sur nos modèles actuels, on ne pourrait pas avoir une sorte de dérogation ?» C'est amusant, ça veut dire « Ok, on dépasse, mais nous, on recycle beaucoup par rapport à la concurrence, donc il faut tenir compte de nos matériaux pour lesquels on fait de réels efforts. » Tout ça est encore en discussion. Les pronostics, voilà, les Madame Irma, j'en sais rien, mais ausculter ça, 1,6 ou 1,7 tonnes, ça aura forcément des conséquences. Il y a une étude assez importante, toute fraîche, ça sort du four ce matin, réalisée par Mozilla et des chercheurs universitaires. Donc Mozilla, c'est le fameux moteur de recherche. Mozilla Firefox. Voilà, exactement, et qui fait une étude de confidentialité sur justement le respect que l'on a des données collecte de données à chaque fois. Et eux ont dit, les murs, on le savait, ont des oreilles, mais les voitures aussi. Ah bon? Moi, je regarde. Il y a eu un scandale avec Tesla qui avait collecté, je dis peut-être des bêtises, mais qui avait collecté des données via leur système de surveillance. Mais tu as des débats voilà, fréquents, on voit ça poindre de temps en temps dans la presse. Et eux te disent, écoutez, on a recueilli justement une vaste enquête auprès de 25 plus grands constructeurs mondiaux et on est allé regarder comment ils partageaient, collectaient leurs données et des données très personnelles puisque c'est des données qui concernent notre santé. Ce sont des données qui concernent parfois notre patrimoine génétique, notre patrimoine tout court. Ce sont des données qui parfois, via les caméras, tu sais, de vigilance pour voir si tu ne t'endors pas, prennent des photos de ton visage. Donc, il y a beaucoup de choses. Les chercheurs disent, on a aussi, via ton téléphone connecté, ça va jusqu'à sur ta situation d'immigration, si tu es demandeur d'asile ou pas. Enfin, donc, des choses qui ont un impact véritable sur ta vie. Alors, évidemment, tout cela, c'est via les capteurs, via les micros, via les caméras, via les téléphones, via aussi les sites web de mise à jour. Et donc, ils se sont collectés l'ensemble de tous les documents qu'on signe, tu sais, facilement en disant, voilà, le celui contrat. que tu signes sans regarder, où tu as 3 pages d'acceptation et tu dis oui, tu n'as pas le temps de les lire. Voilà, et alors, chose quand même assez compliquée, ils ont demandé aussi aux constructeurs comment ils chiffraient et protégeaient tout ça. Et les chercheurs expliquent qu'ils n'ont pas été en mesure de confirmer si au moins une des marques parmi les 25 étudiées chiffrait suffisamment les infos
pour éviter le hacking et éviter qu'on puisse... donc c'est quand même assez embêtant. Pour qu'on ait un point de repère, l'étude explique que la monétisation de l'ensemble de ces données collectées pourrait en 2030 correspondre à un chiffre d'affaires potentiel pour l'industrie complète automobile de 750 milliards. Il y a quand même un meilleur élève. Et vive l'Europe et vive la RGPD. C'est qui? À la France, on est chiant, donc tu dois être un Français. Et Ça doit c'est être un très encadré. Donc les RGPD, pour ceux qui ne savent pas, c'est la norme française de collecte et de surveillance du contrôle qui sont faits des données. Et en France, on est chiant sur la collecte de données, pour le coup à notre profit. Et c'est une marque donc à la cantonade, hein, les petits suspense, dont tu as, toi, apprécié en fait l'avance via Google. Ah, Renault. Et c'est Renault. Ok. Et c'est Renault. Et bah, c'est les plus en avance en système d'infodivertissement. Voilà, et eux disent, bah, là-dessus, eux, c'est les meilleurs aujourd'hui, donc même devant Tesla. Ok. Tu vois, donc vachement bien. Cocorico. Mais ce qui est bien, parce que honnêtement, Renault, on change un peu de sujet, mais s'il y a 10 ans, tu aurais dit qu'un Français serait en avance dans les suites d'infomédias, d'infodivertissement, etc., et le système d'infodivertissement de Renault, et honnêtement, tester la fluidité, etc., on était à la rue totale, les Français là-dessus. Et là, honnêtement, tu mets une Tesla, tu mets une Mégane E-Tech à côté, tu tournes, tu regardes la fluidité du système, tu regardes comment il est fait, tu regardes la tête qu'il a, et il est vraiment bon. Et la qualité des contenus. Donc, il y a un sujet, et encore une fois, on le répète, c'est des données qui sont à nous, à vous, voilà, et bon, bah, il faut... Renault, vive Renault. Et j'en ai terminé. Dernière petite actualité. Alors là, en fait, on voulait vous parler aussi des deux Mini, mais honnêtement, on va pas avoir le temps parce que j'imagine qu'on a déjà fait très long. Donc on vous fera peut-être pour la semaine prochaine, parce qu'en fait, ce qu'on a loupé au salon de Munich, pour revenir au salon de Munich, c'est qu'il y a la nouvelle Mini Cooper, maintenant qui s'appelle Cooper sur toute la gamme. Cooper, avant, c'était réservé une motorisation. Et tu as le Mini Countryman que tu aimes bien, qui sont sortis. Et en fait, on voulait les filmer au salon de Munich. Malheureusement, ces stands-là étaient en centre-ville. Non pas qu'on n'ait pas été au centre-ville, mais en fait, ils n'étaient pas prêts pour la journée presse qui était le lundi. Ils ont ouvert que le mardi. Voilà. Du coup, les véhicules, on n'a pas pu vous les filmer. On vous les expliquera un peu plus la semaine prochaine. En détail. Dernier petit clin d'œil que je voulais vous faire, c'est qu'il y a probablement le champ du cygne. La dernière des thermiques chez Bentley, qui est la Bentley Bature, je dis peut-être mal le nom, c'est une voiture qui est sortie à 18 exemplaires. Je souhaite en parler. Ouais. Donc 18 exemplaires, c'est que dalle. Il y en aura probablement 20 les parce 18 qu'il y en a meilleurs clients Bentley. il y en a peut-être 2 en test ou au marketing qui vont peut-être se vendre. C'est le champ du cygne, pourquoi? Parce que c'est la dernière thermique, c'est le dernier W12, 740 chevaux, 1000 Nm de couple. Et en fait aussi un petit clin d'œil à nos amis de chez Focal, Cocorico, parce que c'est français. Tu as Focal et Name qui ont développé dans cette voiture qui coûte la bagatelle de 2,5 millions hors option, je crois, le système... Tu crois que Kofinoga fait de tels non, là emprunts? ça passera pas. Ils ont développé le système audio le plus abouti, le plus cher du monde. Donc du coup, ça te coûtera la bagatelle de 30 000 € d'avoir ce système audio. Tu as 20 haut-parleurs et ça a été fait par Name et Focal. Name, c'est la branche de Focal en Angleterre. Ouais, pardon. Et c'est Name pour Mulliner, donc qui est la finition, qui est l'équivalent d'AMG pour Bentley. Et en fait, c'est un son vraiment incroyable. Peut-être qu'une fois, on aura peut-être la chance de vous le faire découvrir. C'est des enceintes faites sur mesure, faites à la main. Et en fait, c'est marrant. Pourquoi je vous en parle? C'est que ça me rappelle les souvenirs quand on avait testé la DS7. C'est la première fois que j'avais une telle émotion audio. Moi, avant, je n'accordais pas beaucoup d'importance. Je n'avais jamais pris le temps. Et en fait, un bon système audio dans une voiture, en fait, c'est vraiment agréable et on y accorde pas, à mon sens, même nous dans nos essais, on n'en parle pas assez. Et DS7, ça m'avait donné la chair de poule. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera une vidéo avec Focal, parce que Focal, c'est Cocorico, c'est français à Saint-Etienne, qui nous explique un peu comment ça fonctionne. Et puis c'est un travail passionnant. Hein. Oui. Et c'est marrant parce qu'on en a l'eau à la bouche, ou plutôt les oreilles à la bouche, même si ça se dit pas. Tu vois. Oui. Les amis, à très vite. La bise à mamie. Le petit commentaire, la petite cloche, le petit pouce bleu qui va bien. Et on se retrouve vendredi pour un essai. Et puis pour ceux qui découvriraient que nous étions à Munich, foncez voir la visite. C'est des vidéos très courtes qui se voient facilement. Et en introduction, on vous a même fait une vidéo qui a été un peu appréciée du tour. Du résumé. Où en 18 minutes, vous voyez tout sans qu'on s'attarde. Et après, vous allez vous piocher dans les petites vidéos qui vous font plaisir. Grand petit tour ou petit grand tour, on ne sait pas, mais c'est super. À très vite.